Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Un ex-otage d'AQMI qui a passé environ 2 ans entre les mains de ses ravisseurs a décidé d'écrire et de faire découvrir à l'opinion nationale et internationale comment son séjour s'est passé. À cette occasion, donc, il a écrit un livre et la présentation du livre a eu lieu hier après-midi. D'autres précisions dans ce compte rendu signé Nafisa Zakou. Chaîne de liberté, prisonnier au Sahel, c'est l'intitulé de ce nouvel ouvrage écrit par Pierre-Ligi Makali, un ex-otage des groupes armés opérant au Sahel. Dans cet ouvrage, l'auteur parle de son aventure entre les mains de ses ravisseurs. Il a eu des moments où il a été bouleversé. Évidemment, il a eu peur, il a été menacé, il y avait des conditions de vie compliquées parce que il n'a jamais été dans une chambre pendant 2 ans. Il a dormi dehors. Il me disait, le jour que je vois sur moi le plafond, je serai libre. Parce qu'il était toujours dehors. Il a passé, quand les drones, il était obligé de se cacher. Donc il a vécu une expérience de persécution. Il a été attaché avec une chaîne pendant 22 jours, jour et nuit. Après, il a été attaché seulement la nuit. Et donc, c'est avilissant. Et il a fait un parcours de redécouverte de sa foi, mais aussi de ce que signifie dialoguer avec les autres, même avec ceux qu'on appelle les ennemis. Et comme je disais tantôt en concluant, il me disait, il m'a fallu 2 ans pour arriver à pardonner à ceux qui m'ont enlevé. Durant les 2 années de captivité, Pierre-Ligi Makali gardait toujours le moral haut tout en gardant l'espoir d'être libéré. Il a essayé aussi de respecter les gens comme des humains et pas comme simplement des bandits qu'on a classifiés perdus. Et je pense que ça, c'est une grande valeur. C'est tellement vrai qu'à la fin de son livre, il reporte ce passage quand il a dit à celui qui le détenait, j'espère qu'un jour on puisse se saluer comme des frères. Et c'est beaucoup. Dire ainsi à une personne qui t'a maintenu en captivité pendant 2 ans. Donc je pense que c'était une expérience très forte où il a appris que notre Dieu nous dépasse à tous. C'est un mystère. Et la vie aussi est un mystère. Il a souffert, mais cette souffrance était remplie d'espoir. Et sa vie n'est plus celle d'avant. Il a compris que le Dieu que nous adorons ne peut pas être un Dieu armé. Donc cet ouvrage très émotionnel nous apprend à être patient et à croire en Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle on se retrouve. Il nous apprend également le sens du pardon et de tolérance. Elle refait surface. C'est l'affaire de 200 milliards de francs CFA sur l'Uranium Gate qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis 2018. En effet, les dernières révélations d'envergure internationale, l'ancien président de la République, Issou Mahamadou, est cité dans une affaire de pot de vin. À l'époque, plusieurs organisations de la société civile, dont Tournons la page, TLP Niger, avaient porté plainte. Réaction de Michael Zodi, il est le coordinateur national de TLP Niger. C'est triste de constater que l'affaire, il faut à l'international que ça puisse avoir écho. Cette affaire de Uranium Gate, si vous vous rappelez, nous, organisation de la société civile, nous avons même porté plainte au niveau des juridictions, où le juge d'instruction nous a demandé de payer 20 millions de caution pour qu'il puisse connaître de l'affaire, pour enquêter. Les gens nous ont stigmatisés. Tous les acteurs, nous étions 5 signataires. Nous avons tous été arrêtés, embestillés, emprisonnés, juste parce que nous avons demandé lumière. Et aujourd'hui, certains magistrats aux ordres ont bloqué ce dossier-là au niveau national. Et ils sont en train de faire en sorte que notre justice ne soit plus respectée. Je reconnais qu'il y a des juges
qui sont jaloux de leur indépendance, de leur mission. Mais certains juges, malheureusement, sont aux ordres. Ce dossier a été bloqué au Niger. Et vous vous rappelez, nous n'avons pas croisé les mains. Ici, au Niger, comme nous avons constaté, il y avait certaines sociétés qui sont françaises, qui sont impliquées dans ce dossier-là. Nous sommes partis pensant que la France est une terre de liberté, une terre de justice, un état de droit. Nous avons porté plainte au niveau du parquet financier de Paris. Quand de fut notre surprise, ce dossier a été bloqué parce que l'homme d'argent, Issoufou Mahamadou, est derrière le dossier. Toutes les irrigations, que ce soit la corruption, le détournement des deniers publics, convergent par ce monsieur-là étant président de la République. Et ce monsieur, étant président de la République du Niger, a tout donné à la France, du point de vue politique, du point de vue économique. Si la France continue effectivement à être sur nos territoires, c'est parce que ce monsieur a tout donné à la France. Donc ça fait en sorte que le dossier n'a pas eu un écho favorable, très favorable du côté des parquets financiers de Paris. Mais, Dieu faisant bien les choses, aujourd'hui, les Américains, tout le monde connaît les Américains, l'attitude des Américains quand le dollar est impliqué dans une transaction floue. Et effectivement, c'est ce qui a conduit le département d'État américain à inquiéter par rapport à cette question. Et vous avez vu le code T3 qui est lié au président Issoufou. C'est malheureux que notre justice soit dans ces carcans et c'est heureusement pour nous que l'IMER est en train de faire. C'est faire à l'extérieur. Heureusement pour nous, nous le savons, quel que soit Alpha, quel que soit le temps, les gens vont rendre gorge par rapport à cette question-là. Et nous n'allons pas lâcher prise. Nous avons mobilisé les 20 millions que le juge nous a demandé. Mais malheureusement, c'est le même juge qui demande à payer 20 millions. C'est le même juge qui nous amène devant les juridictions. La Confédération africaine de football, la CAF, a procédé hier au tirage au sort de la phase finale de la CAN U23 prévue au Maroc au mois de juin prochain. Le Niger, notre pays, est logé dans la poule B en compagnie de l'Égypte, du Gabon et du Mali. Un tirage abordable selon l'entraîneur de cette équipe du MENA U23, Zakariaou Ibrahim. Le MENA national de moins de 23 ans connaît désormais ses adversaires pour les phases finales de la CAN U23 prévue au Maroc du 24 juin au 8 juillet 2023. Il s'agit de l'Égypte, le Mali et le Gabon. L'entraîneur Zakariaou Ibrahim apprécie la poule. C'est un bon tirage, et d'autant plus qu'on a déjà évité le pays organisateur, ce qui n'est pas fortuit. Donc ça va être 3 équipes qui ne se connaissent pas. Donc et nous allons jouer tous sur un terrain neutre. Je crois que nous sommes logés dans la poule B, avec comme Tanger comme lieu de la compétition pour nous. Donc en tout cas, je pense que dans l'ensemble, c'est un tirage vraiment assez abordable pour nous. Nous avons nos chances que nous allons jouer à fond, en tout cas pour se qualifier et pour les demi-finales, Inch'Allah. En compagnie de l'Égypte, tenant du titre du Mali et du Gabon, le MENA national U23 goûtera pour la première fois à cette messe du football africain de la catégorie. Toutefois, le rêve d'arracher un ticket pour le podium est permis si bien sûr les conditions d'une préparation optimale sont réunies. C'est une première certes, mais on va tout faire en tout cas vraiment pour laisser, n'est-ce pas, nos empreintes là-bas en nous qualifiant en tout cas pour les demi-finales. Pour le moment, nous sommes en régime internat avec des joueurs locaux. D'ici une semaine, quelques internationaux expatriés vont nous rejoindre petit à petit. Nous allons rentrer dans la deuxième phase du stage à l'internat. Nous allons faire un stage bloqué ici ou même au niveau du centre technique national. En tout cas, d'ici la fin mai, début juin, nous avons programmé de jouer 2 matchs internationaux. C'est une compétition de très très haut niveau. Et il va falloir vraiment se préparer très bien. Et en tout cas, la fédération est en train de nous mettre vraiment dans les conditions pour pouvoir vraiment faire face à ce défi.
Après avoir battu la Côte d'Ivoire et le Soudan, le MENA U23 doit affûter ses armes pour des succès historiques au Royaume chérifien au mois de juin et juillet prochain. Nous osons espérer en tout cas au plus haut niveau aussi que le président de la République, comme à ses habitudes, et son Excellence Bazoum Mohamed va encore, n'est-ce pas, nous aider vraiment à mieux nous préparer pour affronter vraiment cette compétition de très très haut niveau. Au terme de ce tirage, le MENA U23 sera logé à Tanger avec un agenda suivant. Le 25 juin contre l'Égypte à 18h, le 28 juin contre le Gabon à 21h et le 1er juillet contre le Mali à 21h. Notons que le Maroc, pays organisateur, est logé dans le groupe A à Rabat en compagnie du Ghana, la Guinée et le Congo. Depuis quelque temps, les populations de certaines régions de notre pays font face à une recrudescence des coupures d'électricité. Alors, quelle alternative pour les usagers? Notre reporter Ismaël Moumouni s'est penché sur les panneaux solaires. Suivant son reportage. L'électricité, une denrée à laquelle la population nigérienne et celle de Niamey en particulier ne peut pas s'en passer dans la vie quotidienne, notamment dans les activités commerciales. Ces coupures de la Nigérienne d'électricité, loin d'être résolues, ont obligé les consommateurs à faire recours à l'énergie solaire. De plus en plus, la population s'oriente vers les plaques solaires plus économiques et plus pratiques. Dans un pays comme le Niger, où le soleil nous alimente 366 jours sur 366 et que nous maîtrisons la technique de domption de l'énergie solaire, donc un pays comme le Niger qui a cette potentialité, si nous nous branchons à cette énergie, ça aurait pu nous permettre non seulement d'arriver à une maîtrise totale de l'énergie pour toutes nos consommations, mais aussi ça aurait pu nous permettre de faire des grandes économies. À l'instant même où nous sommes en train de faire ce reportage, le courant peut couper. Donc, vous avez vu, nous on a connu cette période, mais moi je n'ai pas souffert, ni moi ni ma famille, parce que j'ai fait les installations solaires très tôt, et pendant que les gens ont les nuisances solaires ou l'obscurité chez eux, dès qu'il y a coupure, chez moi, il y a la lumière. La recrudescence des coupures ont occasionné la multiplication des points de vente des panneaux solaires à la grande satisfaction des vendeurs. En moyenne, je peux dire que peut-être une vingtaine comme ça. Il y en a aussi qui appellent, parce que nous faisons aussi de la publicité. Donc les gens nous appellent même de l'extérieur pour nous demander des conseils ou bien par exemple pour demander les prix de nos différents produits. Parce que à part même les panneaux solaires en fait qui servent à faire des kits, nous avons aussi certains gadgets pour par exemple charger des téléphones portables, avoir 2 ou 3 ampoules, des ventilateurs aussi qui fonctionnent grâce à une alimentation solaire, n'est-ce pas, et d'autres appareils aussi que les gens utilisent. Face à la capacité de la Nigélec de satisfaire le besoin de la population en électricité, les autorités doivent opter pour une politique nationale d'indépendance énergétique en faisant recours à l'énergie solaire et même éolienne. À la point finale de cette édition d'information, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous, bonsoir.